C'est lors d'un dîner de famille que ma belle-sœur a giflé ma fille de 4 ans si violemment qu'elle est tombée de sa chaise sur le sol, en pleurs. Ma belle-mère a souri d'un air narquois et a dit « C'est ce que méritent les gamins ». Tout le monde est resté assis à manger comme si de rien n'était. Mon beau-père a ajouté « Certains enfants ont besoin d'une vraie discipline ». Mon mari n'a même pas levé les yeux de son assiette pour voir comment allait sa propre fille. Quand ma fille a commencé à pleurer plus fort, ma belle-sœur lui a donné un coup de pied sec sur le côté. « Tais-toi tout de suite. » Ma nièce lui a craché au visage. « Arrête de faire ton cinéma. » Mon beau-frère a rigolé. Elle l'a bien cherché. Ma fille sanglotait sur le sol en se tenant le visage tandis qu'ils riaient tous de sa douleur. Je n'ai rien dit et n'ai réagi à rien. J'ai juste sorti calmement mon téléphone et composé un numéro. 10 minutes plus tard, le visage de ma belle-sœur est devenu blême et ce qui s'est passé ensuite a plongé toute la famille dans la terreur. L'invitation pour le dîner du dimanche était arrivée 3 semaines avant que tout ne change. La famille de mon mari, Daniel, organisait toujours ses rassemblements mensuels sophistiqués dans leur propriété du comté de Westchester, avec des couverts formels et plusieurs plats. Je m'étais habituée à l'atmosphère guindée de ces événements au cours de nos 6 années de mariage, bien que je ne me sois jamais sentie à l'aise avec ses proches. Ils avaient de l'argent, beaucoup, et ils s'assuraient que tout le monde le sache. Ma fille, Lily, avait 4 ans, elle était vive et curieuse avec des boucles blondes qui rebondissaient quand elle riait. Elle était bien élevée pour son âge, même si, comme tout enfant en âge préscolaire, elle était parfois excitée ou agitée pendant les longues conversations d'adultes. La sœur de Daniel, Vanessa, avait 2 enfants, Brianna, 12 ans, et Tyler, 9 ans. Son mari, Gerald, travaillait dans la finance et partageait l'attitude prétentieuse de la famille concernant leur richesse et leur statut social. Le trajet depuis notre appartement à Manhattan prenait environ 40 minutes. Lily était assise dans son siège auto, serrant son lapin en peluche préféré, excitée car les parents de Daniel avaient un bassin à carpe koi dans leur jardin qu'elle adorait observer. Daniel a passé tout le trajet sur son téléphone, répondant à des emails professionnels bien que ce fût un dimanche soir. Il a à peine reconnu mes tentatives de conversation. Nous sommes arrivés à la vaste maison coloniale juste après 18 heures. La mère de Daniel, Patricia, nous a accueillis à la porte vêtue d'un chemisier en soie coûteux et d'assez de perles pour financer l'économie d'un petit pays. Elle a effleuré mes joues sans établir de contact, puis s'est penchée vers Lily avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, petite. N'oublie pas d'utiliser ta voix d'intérieur ce soir, a dit Patricia, son ton portant une pointe d'avertissement. Le père de Daniel, Ronald, était déjà dans la salle à manger, se servant un généreux scotch. Il a hoché la tête dans notre direction, mais ne s'est pas donné la peine de faire des amabilités. Vanessa est arrivée quelques instants plus tard avec sa famille, entrant dans la maison comme si elle lui appartenait, ce qui serait techniquement le cas un jour puisque Daniel avait été retiré du testament des années auparavant pour avoir choisi une carrière en architecture au lieu de rejoindre la société d'investissement familiale. La table de la salle à manger pouvait accueillir 14 personnes confortablement. Des lustres en cristal pendaient au-dessus et la vaisselle valait plus que ma voiture. Lily était assise à côté de moi sur une chaise normale. Patricia refusait les rehausseurs inesthétiques lors de ses dîners formels. J'avais apporté un coussin pour aider Lily à atteindre correctement la table, mais Patricia l'avait déjà retiré avant que nous nous asseyions. Le dîner a commencé par une salade de roquettes contenant des ingrédients que je ne pouvais pas prononcer. Lily picorait tranquillement dans son assiette, sans se plaindre, même si je savais qu'elle n'aimait pas les légumes verts amers. J'ai coupé ses portions en petits morceaux et lui ai murmuré des encouragements. Elle faisait tellement d'efforts pour être sage, pour répondre aux normes impossibles que cette famille exigeait d'une enfant de 4 ans. La conversation était centrée sur les récentes vacances de Vanessa sur la côte amalfitaine et l'acceptation de Brianna dans une école privée exclusive. Ronald dominait la discussion avec ses opinions sur les tendances du marché et les questions politiques. Daniel participait avec enthousiasme, riant aux blagues de son père et étant d'accord avec chaque déclaration. Il se transformait en quelqu'un que je reconnaissais à peine pendant ses dîners, désespéré d'obtenir une approbation qu'il ne recevrait jamais. Lily a accidentellement fait tomber sa fourchette sur le sol. Le bruit a semblé assourdissant dans l'atmosphère formelle.
Elle m'a regardé avec des yeux larges et inquiets. Je suis désolée, maman, a-t-elle murmuré. J'ai souri pour la rassurer et j'ai commencé à me lever pour aller lui chercher une fourchette propre sur le buffet. Avant que je puisse bouger, la voix de Vanessa a fendu la pièce comme un couteau. Vous ne pouvez pas contrôler votre enfant? C'est un dîner formel, pas une aire de jeu. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix calme. Elle a 4 ans, Vanessa. Les accidents arrivent. Patricia a reniflé de manière dédaigneuse. Certains enfants sont élevés avec de bonnes manières. D'autres, manifestement, ne le sont pas, Daniel n'a rien dit. Il coupait son steak en morceaux précis et mâchait méthodiquement, les yeux fixés sur son assiette. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, mais je l'ai ravalée. Ces gens ne valaient pas la confrontation. J'ai récupéré une fourchette propre et l'ai donnée à Lily, embrassant le dessus de sa tête. Elle l'a serrée soigneusement, déterminée à ne pas faire une autre erreur. Mon cœur se serrait en regardant ses petites mains trembler légèrement de nervosité. Le plat principal est arrivé, filet mignon avec légumes rôtis et une sorte de sauce aux truffes. Lily a mangé ses légumes sans se plaindre, même si elle avait du mal avec le steak. Je l'ai coupé tranquillement en petits morceaux pour elle pendant que Ronald dissertait sur son handicap au golf. Puis Tyler a commencé à s'agiter, jetant de petits morceaux de pain à travers la table lorsque ses parents ne regardaient pas. L'un d'eux a touché l'épaule de Lily. Elle a eu l'air confuse, mais n'a rien dit. Un autre morceau l'a frappée au visage. Elle a cligné des yeux, surprise. Tyler, arrête ça, ai-je dit fermement mais poliment. Vanessa a tourné la tête vers moi. Excusez-moi? Comment osez-vous discipliner mon fils? Il jette de la nourriture sur Lily, ai-je répondu, gardant mon ton égal. J'en doute sérieusement. Tyler a des manières impeccables à table. Peut-être que vous voyez des choses qui n'existent pas, le sourire de Vanessa était venimeux. Gérald a gloussé dans son verre de vin. Les enfants projettent souvent leur propre mauvais comportement sur les autres. J'ai regardé Daniel, attendant qu'il me soutienne, ou au moins qu'il reconnaisse ce qui se passait. Il a pris une longue gorgée d'eau et a fixé le mur derrière ma tête. Lâche. Lily s'est agitée sur sa chaise, essayant de se faire plus petite. Elle touchait à peine sa nourriture maintenant, trop anxieuse pour manger. Je lui ai frotté le dos, doucement, silencieusement, lui promettant que nous allions surmonter ce dîner et rentrer bientôt à la maison. Le dessert était du tiramisu, que Lily a apprécié. J'ai regardé une partie de la tension quitter ses petites épaules alors qu'elle prenait de petites bouchées de la gâterie sucrée. Peut-être allions-nous y arriver après tout ce soir. Cet espoir s'est brisé de la manière la plus horrible possible. Lily avait un peu de poudre de cacao sur sa lèvre supérieure. Sans réfléchir, elle l'a essuyé avec le dos de sa main au lieu de sa serviette. Une chose parfaitement normale à faire pour une enfant de 4 ans. Une erreur minuscule, insignifiante. Vanessa s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment le parquet. Elle a traversé la distance jusqu'à Lily en 3 pas rapides. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, avant que je ne puisse bouger, parler ou protéger ma fille, la main de Vanessa a traversé l'air. La gifle a claqué sur la joue de Lily avec un bruit sec qui a résonné dans la salle à manger. La force a fait basculer ma petite fille de côté de sa chaise. Elle a touché le sol durement, atterrissant sur sa hanche et son épaule. Le bruit de son petit corps heurtant le sol est quelque chose qui me hantera pour toujours. Pendant une horrible seconde, il y a eu un silence complet. Puis Lily a commencé à pleurer, un hurlement aigu de douleur, de confusion et de peur. J'ai commencé à bouger vers elle, l'instinct maternel l'emportant sur tout le reste. Mais je me suis arrêtée quand j'ai entendu la voix de Patricia, froide et satisfaite. C'est ce que méritent les gamins. Elle souriait réellement tandis que ma fille gisait en pleurs sur son cher parquet. Ronald a hoché la tête d'un air approbateur et a coupé un autre morceau de son dessert. Certains enfants ont besoin d'une vraie discipline. Peut-être qu'elle apprendra de bonnes manières maintenant. J'ai regardé Daniel. Sûrement maintenant, sûrement avec sa fille en pleurs sur le sol, il ferait quelque chose. Dirait quelque chose. Protégerait son enfant. Il n'a même pas levé les yeux de son assiette.
Il a pris une autre bouchée de tiramisu comme si de rien n'était. Les pleurs de Lily sont devenus plus forts. Elle m'appelait, terrifiée et blessée. Mes mains se sont serrées en poing à mes côtés. Chaque fibre de mon être me criait d'aller vers elle, de la prendre dans mes bras et de la sortir de cette maison pleine de monstres. Mais je n'ai pas bougé. Pas encore. Tais-toi tout de suite. La voix de Vanessa était aiguë de rage. Elle a ramené son pied en arrière et a donné un coup de pied sec sur le côté de Lily, assez fort pour que les pleurs de ma fille se transforment en un halètement. J'ai regardé cela se produire. J'ai regardé cet adulte agresser mon enfant de 4 ans et j'ai senti quelque chose de froid et de cristallin se former dans ma poitrine. Quelque chose de tranchant et d'incassable. Brianna s'est levée de sa chaise et s'est dirigée vers l'endroit où Lily gisait en sanglots sur le sol. Elle s'est penchée et j'ai vu ce qu'elle allait faire une fraction de seconde avant que cela n'arrive. Elle a craché directement sur le visage de Lily, maculé de larmes. « Arrête de faire ton cinéma », a dit Brianna avec toute la cruauté qu'une enfant de 12 ans pouvait rassembler, imitant clairement le comportement qu'elle avait appris des adultes autour d'elle. Le rire de Gérald a retenti dans la salle à manger. Elle l'a bien cherché. Peut-être que ça lui apprendra un peu de manière. Lily sanglotait sur le sol, se tenant la joue rouge et enflée, de la salive coulant sur son visage, le côté lui faisant mal à l'endroit où elle avait reçu le coup de pied. Elle me regardait avec ses grands yeux bleus pleins de trahison et de confusion, se demandant pourquoi maman ne l'aidait pas. Ils riaient tous. Vanessa, Gérald, Brianna, Tyler. Patricia gloussait derrière sa serviette. Ronald a levé son verre de scotch dans un simulacre de toast. Daniel continuait de manger son dessert comme si sa fille n'était pas torturée à 1 mètre de lui. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables, plus stables qu'elles ne l'avaient jamais été. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai fait défiler jusqu'à un contact précis, celui que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Tout le monde riait et mangeait encore. Ils n'avaient même pas remarqué ce que je faisais. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Il a sonné 2 fois. Ici détective Morrison. Une voix familière a répondu. James, c'est moi. J'ai besoin de toi maintenant. L'adresse est 47 Windmere Lane, comté de Westchester. Amène des renforts et une ambulance. J'ai la preuve de maltraitance infantile en cours. La pièce est devenue silencieuse, les fourchettes ont claqué dans les assiettes. Le visage de Vanessa s'est vidé de toute couleur. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Je ne lui ai pas répondu. J'étais toujours au téléphone avec James Morrison, mon frère aîné, qui était détective au département de police du comté de Westchester depuis 15 ans. Il avait déménagé dans la région il y a 2 ans, et je m'étais assuré de rester en contact. Je lui avais parlé de la famille de Daniel, des commentaires acerbes, et du traitement cruel lors de chaque visite. Il m'avait dit que si les choses dégénéraient, si jamais il franchissait une limite, je devais l'appeler immédiatement. Il venait de franchir toutes les limites possibles. Agression physique sur mineur il y a environ 4 minutes, ai-je dit dans le téléphone, ma voix calme et claire. Une suspecte adulte de sexe féminin a frappé ma fille de 4 ans assez fort pour la faire tomber de sa chaise sur le sol. La même suspecte a ensuite donné un coup de pied à la victime alors qu'elle était à terre. Les suspects supplémentaires comprennent 2 mineurs qui ont participé aux abus. L'un a craché sur la victime. De multiples témoins adultes n'ont rien fait pour intervenir. J'ai enregistré l'incident entier sur mon téléphone, qui était dans mon sac avec la caméra orientée vers l'extérieur. J'ai activé l'application d'enregistrement avant que le dîner ne commence. Cette dernière partie était un mensonge, mais il ne le savait pas. J'avais en fait activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone au moment où Vanessa s'était levée, mes doigts trouvant le bouton à travers le tissu de mon sac par pur instinct. Mais les laisser penser que j'avais enregistré toute la soirée était plus efficace. Enregistré ? Vous nous avez enregistré ? La voix de Patricia s'est élevée en un hurlement. J'ai enregistré votre agression sur ma fille, oui. J'ai enregistré vous tous en train de rire pendant qu'une enfant de 4 ans pleurait par terre. J'ai enregistré votre petite fille en train de lui donner un coup de pied et votre autre petite fille en train de lui cracher au visage. J'ai tout enregistré.
Vanessa s'était lancée vers moi, mais j'étais déjà en mouvement vers Lily. J'ai pris ma petite fille dans mes bras, et elle s'est accrochée à moi, pleurant toujours. Sa joue était déjà enflée, rouge et irritée. Je pouvais la sentir trembler. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Gérald, le visage rougi. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Ce que vous avez fait est un coup et blessure sur mineur. Ce que vous avez tous fait en restant assis et en riant, c'est de la complicité d'abus sur enfant. Dans l'État de New York, la non-dénonciation de maltraitance infantile est une infraction pénale. Chaque adulte dans cette pièce est coupable. Daniel a finalement levé les yeux. Son visage était pâle et ses yeux passaient de moi à ses parents. C'est de la folie. Tu exagères. Je suis en train de documenter la maltraitance de mon enfant. La seule chose folle, c'est que tu sois resté assis ici à regarder ta fille se faire battre sans rien faire. Des sirènes ont hurlé au loin, devenant plus fortes. James devait être proche, où il avait envoyé des unités qui étaient déjà dans la zone. Le temps de réponse était incroyablement rapide, mais je n'allais pas le remettre en question. Ronald s'est levé, essayant d'affirmer une autorité qu'il n'avait plus. Maintenant, écoutez-moi. Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement chez nous. Vous allez supprimer cet enregistrement immédiatement et vous excuser pour ce dérangement. Je ne supprime rien. Et dans environ 60 secondes, vous aurez tous des problèmes bien plus graves qu'un dîner interrompu. Les sirènes étaient juste devant maintenant. Des lumières rouges et bleues clignotaient à travers les fenêtres de la salle à manger. Des portes de voitures ont claqué. Des pas lourds ont retenti sur l'allée devant la maison. Le visage de Patricia est passé de pâle à verdâtre. Vanessa, qu'est-ce qu'on fait? Elle bluffe. C'est impossible. La sonnette a retenti, immédiatement suivie de coups lourds. Police. Ouvrez la porte. J'ai porté Lily vers l'entrée principale, contournant Vanessa, qui semblait figée sur place. J'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte. James se tenait là dans sa veste de détective, son insigne visible à sa ceinture. Derrière lui se trouvaient 4 officiers en uniforme et 2 ambulanciers avec un kit médical. Ses yeux se sont immédiatement posés sur Lily, observant sa joue enflée, son visage maculé de larmes, la façon dont elle s'accrochait à moi. Sa mâchoire s'est serrée. « Salut, ma chérie », a-t-il dit doucement à Lily. « Je m'appelle James. Je suis le frère de ta maman. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» Lily a hoqueté à travers ses larmes. La dame m'a frappé très fort et je suis tombée et puis elle m'a donné un coup de pied et ça faisait mal et Brianna m'a craché dessus et tout le monde riait et papa ne m'a pas aidé. D'accord, ma puce. C'est fini maintenant. Personne ne te fera plus de mal. James m'a regardé. Les ambulanciers doivent l'examiner. Documenter toutes les blessures. J'ai hoché la tête et j'ai laissé l'un des ambulanciers prendre doucement Lily dans mes bras. Elle a protesté au début, mais je suis resté juste à côté d'elle, lui tenant la main pendant qu'il l'examinait. Le second ambulancier a pris des photographies de ses blessures, l'empreinte de main sur son visage s'assombrissant déjà en une ecchymose, la rougeur sur son flanc où elle avait été frappée, l'écorchure sur sa hanche due à la chute sur le sol. Pendant ce temps, James et les autres officiers sont entrés dans la salle à manger. J'ai pu entendre le chaos éclater. C'est scandaleux. Savez-vous qui nous sommes? La voix de Ronald a tonné. Monsieur, j'ai besoin que vous reculiez et que vous restiez calme, a dit fermement l'un des officiers. Nous n'avons rien fait de mal. Cet enfant se comportait mal. Vous avez été témoin de l'agression d'un mineur et avez omis d'intervenir ou de la signaler. Cela vous rend complice. Chaque personne dans cette pièce doit fournir des déclarations. J'ai entendu Vanessa commencer à pleurer, son ancienne bravade complètement disparue. C'était à peine une tape. Elle exagère. L'ambulancier examinant Lily a parlé fort. La victime présente d'importantes contusions faciales compatibles avec une gifle forte donnée par une main adulte, des ecchymoses sur sa cage thoracique, compatibles avec un coup de pied, et de multiples contusions dues à la chute sur une surface dure. Ces blessures sont compatibles avec le récit de la mère et la déclaration de l'enfant. Ceci est clairement un cas de maltraitance infantile. Je veux mon avocat.
a hurlé Patricia. C'est votre droit, madame, a dit calmement James. Mais d'abord, j'ai besoin de voir l'enregistrement qui a été mentionné. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le fichier vidéo. Mes mains avaient tremblé lorsque j'avais commencé à enregistrer, donc les images étaient un peu floues au début, mais elles avaient capturé l'intégralité. Le son était cristallin. On pouvait entendre la gifle, Lily tombant au sol, ses pleurs, chaque mot cruel prononcé. James la regardait avec une expression qui s'assombrissait à chaque seconde. Quand ce fut terminé, il a regardé les officiers. Je veux des déclarations de tout le monde. Séparez-les. Et je veux que les services de protection de l'enfance, CPS, soient contactés immédiatement. Vous ne pouvez pas prendre nos enfants. La voix de Vanessa s'est brisée de panique. Madame, lorsqu'il y a des preuves de maltraitance infantile dans un foyer, le CPS a l'autorité d'enquêter sur tous les mineurs du foyer. Vos enfants ont été témoins et ont participé à l'agression d'un autre enfant. Ils doivent être évalués. Brianna s'est mise à pleurer à ce moment-là, la réalité des conséquences la frappant enfin. Tyler avait l'air terrifié, soudain beaucoup plus jeune que ses 9 ans. Daniel est apparu dans l'embrasure de la porte et je n'ai ressenti que du mépris en le regardant. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupé. Ne me dis rien maintenant. C'est ma famille. Ta famille vient d'agresser ta fille, et tu es resté là à manger ton dessert. C'est fini. C'est fini. Son visage s'est froissé. Tu ne peux pas penser ça. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose, mais... Tu aurais dû dire quelque chose. Tu aurais dû la protéger. Tu aurais dû la prendre et sortir dès que ta sœur a levé la main. Tu aurais dû appeler la police toi-même. Tu aurais dû agir comme un père au lieu d'un lâche pathétique et sans colonne vertébrale, désespéré d'obtenir l'approbation de gens qui ne te respectent même pas. L'un des officiers s'est interposé entre nous. Madame, nous devons prendre votre déclaration séparément. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour l'interruption. Je ne pouvais plus regarder Daniel sans avoir envie de crier. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de déclarations, de questions et de paperasse. Lily a été emmenée à l'hôpital pour un examen complet. Les médecins ont documenté chaque blessure, pris des radiographies pour s'assurer que rien n'était cassé, et ont fourni un rapport médical complet qui servirait de preuve. James nous a ramenés à la maison vers minuit. Lily s'était finalement endormie dans son siège auto, épuisée par les pleurs, la peur et le traumatisme de la soirée. Il l'a portée à l'étage jusqu'à notre appartement pendant que je déverrouillais la porte. Nous l'avons couchée ensemble et je me suis assise à côté d'elle, lui caressant les cheveux jusqu'à ce que je sois sûre qu'elle dormait profondément. Puis je suis allée dans le salon où James m'attendait. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Vanessa sera inculpée d'agression sur mineur et de mise en danger d'enfants. Brianna et Tyler feront probablement l'objet d'interventions juvéniles. Gérald, Patricia et Ronald seront inculpés comme complices pour ne pas être intervenus. Daniel. Il fit une pause. Daniel est dans une position difficile. Il est le père de Lily et il a été témoin de la maltraitance sans agir. Le CPS va aussi enquêter sur lui. Bien. Il ne mérite pas d'être son père. James m'a étudié un instant. Tu avais planifié ça, n'est-ce pas? Tu savais que quelque chose allait arriver tôt ou tard. J'ai croisé son regard. Je savais qu'ils étaient capables de cruauté. J'avais vu les signes avant-coureurs, les commentaires, le mépris, la façon dont ils traitaient Lily comme si elle était moins qu'humaine. Mais je n'ai jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Quand Vanessa s'est levée, j'ai su que j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves si accablantes qu'il ne pourrait pas s'en sortir en mentant. L'enregistrement est accablant. Combiné aux blessures de Lily et au rapport médical, le procureur aura un cas facile. Qu'en est-il de la garde? Daniel va se battre. Avec ce qu'il y a sur cet enregistrement? Aucun juge n'accordera la garde à un père qui est resté assis pendant que sa fille était agressée. Tu obtiendras la garde complète, et il aura de la chance s'il obtient des visites supervisées. La réalité de ce qui s'était passé m'a finalement frappée. J'ai commencé à trembler, l'adrénaline s'écoulant et me laissant vide et épuisée.
James m'a prise dans ses bras. Tu as fait la bonne chose. Tu as protégé ta fille. C'est ce qui compte. Au cours des semaines suivantes, la machine juridique a avancé sans relâche. Vanessa a été arrêtée et inculpée de voies de fait au second degré et de mise en danger du bien-être d'un enfant. Elle a payé la caution, mais a reçu l'ordre de rester loin de Lily et de tout mineur de moins de 16 ans. Gérald a été inculpé comme complice. Il a engagé un avocat coûteux qui a tenté de faire valoir que rire n'était pas un crime, mais le procureur a souligné que son omission d'intervenir pendant l'agression d'un enfant, combinée à ses commentaires encourageants, le rendait complice. Patricia et Ronald ont fait face à des accusations similaires. Leurs avocats ont essayé toutes les astuces du livre, affirmant que l'enregistrement était illégal, arguant qu'il s'agissait d'une affaire de famille, suggérant que Lily avait exagéré ses blessures. Rien de tout cela n'a fonctionné. La preuve était trop claire, trop accablante. Brianna et Tyler ont été placés en consultation obligatoire. Le CPS a enquêté sur leur environnement familial et l'a jugé préoccupant, bien que pas assez grave pour les retirer. Ils se sont vus attribuer une assistante sociale qui surveillerait de près la situation. Daniel a déposé une demande de divorce, affirmant que j'avais détruit sa famille. J'ai déposé mes propres documents le même jour, demandant la garde complète de Lily et demandant qu'ils subissent une évaluation avant de se voir accorder tout droit de visite. Le tribunal a ordonné une évaluation psychologique pour nous deux et a nommé un tuteur ad litem pour représenter les intérêts de Lily. Les évaluations ont brossé un tableau saisissant. J'ai été considérée comme une mère protectrice et capable qui avait agi de manière appropriée pour protéger son enfant. Daniel a été décrit comme émotionnellement immature, trop dépendant de l'approbation de sa famille et manquant du jugement nécessaire pour accorder la priorité au bien-être de sa fille plutôt qu'à son désir d'acceptation. Le tuteur ad litem a recommandé que je reçoive la garde physique complète, Daniel n'ayant que des visites supervisées en attendant la fin des cours de parentalité et de la thérapie. Le juge a accepté. La famille de Daniel a essayé de riposter de toutes les manières possibles. Ils ont engagé des enquêteurs privés pour trouver des informations compromettantes sur moi, mais il n'y avait rien à trouver. Ils ont répandu des rumeurs dans leurs cercles sociaux, me dépeignant comme une ex-épouse vindicative qui avait tout orchestré. La plupart des gens ont vu clair dans leur jeu, surtout après que l'enregistrement, d'une manière ou d'une autre, fuitait en ligne. La vidéo est devenue virale. Les organes de presse s'en sont emparés. Une famille fortunée agresse une enfant de 4 ans lors d'un dîner formel, était un titre qui apparaissait partout. Les postes de Patricia dans les conseils d'administration de ses œuvres de bienfaisance se sont évaporés du jour au lendemain. Ronald a été prié de démissionner de plusieurs conseils d'administration d'entreprise. Le mari de Vanessa, Gérald, a fait face à des conséquences professionnelles lorsque son cabinet a décidé de ne pas vouloir être associé à quelqu'un impliqué dans un scandale aussi public. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit, j'ai découvert à quel point la pourriture était profonde dans la famille de Daniel. Sa tante m'a contacté, une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois auparavant lors de rassemblements familiaux plus importants. Elle s'appelait Caroline, et elle vivait en Oregon, loin de la propriété de Westchester et des dynamiques toxiques qui y sévissaient. Elle m'a appelé un mardi après-midi pendant que Lily était à l'école maternelle. Sa voix tremblait lorsqu'elle a parlé. J'ai vu la couverture médiatique. Je devais vous contacter parce que vous méritez de savoir que ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire ? Caroline a expliqué qu'il y a 20 ans, quand Daniel avait 12 ans, il y avait eu un incident lors d'un rassemblement familial. Un jeune cousin avait accidentellement cassé un vase coûteux. Vanessa, alors âgée de 16 ans, avait poussé la petite fille de 8 ans si fort qu'elle lui avait fracturé le poignet. La famille avait étouffé l'affaire, versé une somme substantielle aux parents de la fille pour qu'ils se taisent et envoyé Vanessa chez un thérapeute privé qui avait été payé pour rédiger des rapports favorables. Patricia avait dit à tout le monde que c'était un accident, que la fille était tombée en jouant. Mais j'étais là. J'ai vu ce qui s'est réellement passé. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque, j'aurais dû le signaler, mais j'étais jeune et j'avais peur et ils étaient si puissants. La voix de Caroline s'est brisée. J'ai porté cette culpabilité pendant 2 décennies. Quand j'ai vu ce qui est arrivé à votre fille, je ne pouvais plus rester silencieuse.
J'ai demandé si elle serait disposée à témoigner de ce schéma de comportement. Elle a accepté immédiatement. Son témoignage prouverait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une culture familiale de longue date qui permettait et dissimulait la violence. Le procureur était ravi de cette nouvelle information. Cela a transformé l'affaire d'un simple mauvais acte en preuve d'abus et de dissimulation systémique. Caroline n'a pas été la seule à se manifester. Une fois que la nouvelle s'est répandue, 2 autres anciens employés de maison ont contacté le bureau du procureur avec leurs propres histoires sur la cruauté de Vanessa et la volonté de la famille de payer pour le silence. Pendant ce temps, les tentatives de Daniel pour sauver sa relation avec Lily étaient cruellement inadéquates. Lors de sa première visite supervisée, il lui a apporté une poupée coûteuse, manifestement choisie par un vendeur plutôt qu'avec une connaissance de ce qu'elle aimait réellement. Lily l'a accepté poliment, mais l'a laissé au centre de visite lorsque nous sommes partis. « Maman, pourquoi papa ne m'a pas aidé quand je pleurais ?» m'a-t-elle demandé dans la voiture en rentrant. Mon cœur s'est brisé. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que parfois les parents manquent à leurs enfants de la manière la plus fondamentale ? Parfois, les gens font de très mauvais choix, ma chérie. Ton papa a fait un choix terrible cette nuit-là. Il aurait dû te protéger et il ne l'a pas fait. C'était mal. Est-ce qu'il va encore faire de mauvais choix? Je ne sais pas. Mais je te promets que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal comme ça. Tu es en sécurité maintenant. Elle a hoché la tête solennellement, traitant cela de la manière que son jeune esprit pouvait gérer. La thérapeute qu'elle voyait 2 fois par semaine a dit que Lily était remarquablement résiliente, mais qu'elle aurait besoin d'un soutien continu pour gérer le traumatisme. L'évaluation de la garde a révélé des détails plus troublants sur le caractère de Daniel. Le psychologue a noté que Daniel montrait plus d'inquiétude pour sa relation endommagée avec ses parents que pour le bien-être de sa fille. Lorsqu'on lui a demandé directement ce qu'il ferait différemment s'il était confronté à la même situation, Daniel a eu du mal à articuler une réponse claire. Je suppose que Je veux dire, j'aurais dû dire quelque chose, mais vous devez comprendre la dynamique dans ma famille. Mon père est très difficile, et... Le psychologue l'a coupé. Votre fille de 4 ans a été agressée devant vous. La question n'est pas la dynamique familiale. C'est de savoir si vous protégeriez votre enfant. Daniel n'a pas pu donner un oui définitif. Cet échec a scellé son destin dans la procédure de garde. Mon avocate, une femme brillante nommée Rebecca Torres, a monté un dossier en béton. Elle a recueilli des déclarations des enseignants de Lily sur son développement et son bien-être, des dossiers médicaux documentant son rétablissement, et des témoignages de psychologues pour enfants sur l'impact de l'échec parental à protéger. Lorsque nous nous sommes présentés devant la juge, Rebecca a présenté des preuves que Daniel avait rendu visite à ses parents 3 fois depuis l'incident, malgré les poursuites pénales en cours. Votre honneur, cela démontre un schéma clair. Monsieur Walsh privilégie sa relation avec les personnes qui permettent l'agression de sa fille par rapport à la sécurité et au bien-être émotionnel de sa fille. On ne peut pas lui faire confiance pour prendre des décisions dans son meilleur intérêt. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années qui avait passé 20 ans au tribunal de la famille, a regardé Daniel avec un dégoût non dissimulé. Monsieur Walsh, j'ai présidé des milliers de cas de garde. J'ai vu des parents qui se sont battus contre la dépendance pour être avec leurs enfants. J'ai vu des parents qui ont eu 3 emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai vu des parents qui ont tout sacrifié pour le bien-être de leurs enfants. Vous vous êtes assis à une table de dîner et avez regardé votre fille se faire battre et vous n'avez rien fait. Puis, même après avoir vu les conséquences de la violence de votre famille, vous avez continué à vous associer avec eux. Vous avez fait preuve d'un jugement catastrophiquement mauvais. Elle m'a accordé la garde légale et physique complète. Daniel a reçu un droit de visite supervisé de 2 heures 1 fois par mois, avec possibilité de modification seulement après avoir terminé une thérapie approfondie et des cours de parentalité. Il a également été condamné à payer une pension alimentaire pour enfants, que ses parents ont fini par couvrir puisqu'il avait perdu son emploi dans un prestigieux cabinet d'architecture après la publicité entourant l'affaire. Le procès a eu lieu 8 mois après cet horrible dîner. La salle d'audience était bondée de journalistes et de spectateurs. L'avocat de Vanessa avait tenté de faire déplacer le procès, affirmant que la publicité rendait un procès équitable impossible, mais la juge a rejeté la requête.
J'ai dû témoigner, racontant au jury chaque moment de cette soirée. Le procureur m'a demandé de décrire le visage de Lily lorsque Vanessa l'avait frappée, le bruit qu'elle avait fait en tombant au sol, ce que j'avais ressenti en regardant ma fille se faire torturer pendant que mon mari mangeait son dessert. Pouvez-vous décrire le moment où vous avez décidé d'appeler la police, a demandé le procureur. Ce n'était pas vraiment une décision. C'était un instinct. Ma fille était par terre, pleurant de douleur et ses gens riaient. Ils riaient de la douleur d'une enfant. À ce moment-là, j'ai su exactement quel genre de personnes ils étaient. Et j'ai su qu'ils ne feraient jamais face à des conséquences à moins que quelqu'un ne les y force. Alors, je les y ai forcés. L'avocat de la défense a tenté de me déstabiliser lors du contre-interrogatoire. Il a suggéré que j'avais orchestré toute la soirée, que j'avais d'une manière ou d'une autre provoqué Vanessa, que j'utilisais ma fille pour détruire la famille de mon mari. Madame Walsh, n'est-il pas vrai que vous en vouliez à la richesse et au statut social de la famille de votre mari? J'en voulais à leur cruauté, pas à leur richesse. Mais vous avez vu une opportunité de leur faire du mal, n'est-ce pas? Vous avez enregistré l'incident sachant que vous pourriez l'utiliser contre eux. J'ai enregistré la preuve d'un crime. Si quelqu'un cambriole une banque et qu'il y a des images de sécurité, blâmons-nous la caméra de l'avoir capturé, ou tenons-nous le criminel responsable de ses actions? Il a essayé un autre angle. Votre frère est détective de police. Ne l'aviez-vous pas en attente, prêt à se précipiter à votre signal? Mon frère a répondu à un appel signalant la maltraitance d'enfants. Il a fait son travail. Si vous suggérez qu'il y a quelque chose de mal à ce que les forces de l'ordre réagissent rapidement pour protéger une enfant, je remettrai en question vos priorités. La défense n'a pas réussi à porter un coup. Chaque tentative de me dépeindre comme vindicative ou manipulatrice est tombée à plat parce que la preuve était si claire. On ne peut pas regarder cette vidéo d'une enfant de 4 ans se faisant gifler, donner des coups de pied et cracher dessus sans ressentir du dégoût pour les auteurs. Ils ont regardé l'enregistrement dans un silence complet. Plusieurs jurés étaient visiblement bouleversés et une femme pleurait à la fin. Lily n'a pas eu à témoigner. Son âge et la clarté des preuves rendaient cela inutile. Mais ses dossiers médicaux et les témoignages des médecins ont brossé un tableau frappant de ce qu'elle avait enduré. La défense a tenté d'argumenter qu'il s'agissait d'un moment d'égarement, que Vanessa était stressée, qu'elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Mais l'accusation a fait venir 2 des anciennes nounous de Vanessa qui ont témoigné de son tempérament violent et de la façon dont elle traitait ses propres enfants quand personne ne regardait. Soudain, le récit est passé d'un mauvais moment à un schéma de comportement abusif. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Vanessa a été condamnée à 2 ans de prison, suivi de 5 ans de probation. Elle a été obligée de suivre des cours de gestion de la colère et de parentalité, bien que ses propres enfants ne veuillent plus rien avoir à faire avec elle à ce moment-là. Gérald a divorcé d'elle pendant qu'elle purgeait sa peine. Patricia et Ronald ont reçu des peines avec sursis et ont été condamnés à effectuer des travaux d'intérêt général et à suivre des programmes de gestion de la colère. L'humiliation d'être des criminels condamnés était une punition suffisante pour des personnes qui avaient construit toute leur identité sur leur statut social. Daniel a terminé sa thérapie et ses cours de parentalité ordonnés par le tribunal. Il a obtenu des visites supervisées avec Lily 1 fois par mois. Elle était polie avec lui, mais distante, assez âgée maintenant pour se souvenir de ce qu'il n'avait pas réussi à faire quand elle avait le plus besoin de lui. Les retombées financières pour la famille de Daniel ont été stupéfiantes. Au-delà des frais juridiques qui se sont élevés à des centaines de milliers de dollars, il y a eu les conséquences professionnelles. Le cabinet d'investissement de Ronald a perdu plusieurs clients majeurs qui ne voulaient pas être associés à des criminels condamnés. La valeur du cabinet a chuté et il a finalement été contraint de le vendre à une fraction de ce qu'il valait avant le scandale. Tout le monde social de Patricia s'est effondré. Elle avait construit son identité autour des galas de charité et des fonctions sociales, mais chaque organisation l'a retirée discrètement de ses conseils d'administration. Les invitations ont cessé d'arriver. D'anciens amis traversaient la rue pour éviter de lui parler. L'humiliation l'a plongée dans une profonde dépression, et elle est devenue une recluse dans le manoir qui avait autrefois été le lieu de ses plus grands triomphes. Brianna et Tyler ont fait face à leurs propres conséquences.
Leur école privée exclusive les a expulsés après que d'autres parents se soient plaints d'avoir les enfants d'abuseurs d'enfants condamnés dans les classes avec leurs propres enfants. Gérald a réussi à les faire entrer dans une autre école, mais les dommages à leur réputation les ont suivis. Brianna, qui avait été populaire et confiante avant le procès, est devenue renfermée et anxieuse. Les autres enfants savaient ce qu'elle avait fait, et ils n'étaient pas indulgents. Tyler, plus jeune et plus impressionnable, a semblé réellement apprendre de l'expérience. Son thérapeute nommé par le tribunal a signalé qu'il montrait de véritables remords et travaillait à comprendre pourquoi ce dont il avait été témoin était si mal. Il y avait de l'espoir pour lui au moins. Gérald a essayé de maintenir sa carrière dans la finance, mais le scandale s'est avéré trop lourd. Son cabinet l'a discrètement licencié 6 mois après le procès, invoquant une restructuration, mais tout le monde connaissait la vraie raison. Il a trouvé du travail dans une entreprise beaucoup plus petite pour une fraction de son ancien salaire. Le divorce de Vanessa lui a coûté cher, à la fois financièrement et émotionnellement. J'ai observé tout cela se dérouler avec un étrange sentiment de détachement. Je n'avais pas cherché à détruire la vie de ces gens. J'avais simplement refusé de les laisser détruire celle de ma fille. Mais la cause et l'effet sont des choses amusantes. Lorsque vous passez des années à bâtir une vie sur un fondement de cruauté et de privilèges, il ne faut pas grand-chose pour que toute la structure s'effondre. J'avais juste été celle qui avait finalement dit assez. Ma propre vie a été transformée de manière inattendue. La publicité autour de l'affaire a attiré plus d'attention sur mon activité de consultante qu'aucune campagne publicitaire n'aurait pu le faire. Les entreprises voulaient travailler avec quelqu'un qui avait eu le courage de s'opposer à des personnes puissantes, qui valorisaient l'intégrité plutôt que la commodité. Ma liste de clients a triplé en un an. Mais plus que cela, j'ai trouvé ma voie. Avant cette nuit, j'avais passé 6 ans à essayer de m'intégrer dans le monde de Daniel, à essayer d'être la belle-fille parfaite, à essayer d'aplanir les conflits et de maintenir la paix. J'avais ravalé mes opinions, accepté les insultes avec grâce et appris à me faire plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. Après cette nuit, j'en avais fini d'être petite. J'ai commencé à parler en réunion. J'ai négocié plus durement mes contrats. J'ai cessé de m'excuser de prendre de la place ou d'avoir des besoins ou d'attendre une décence humaine de base. C'était comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et que j'avais finalement retrouvé comment respirer. Le rétablissement de Lily a été plus lent mais régulier. Elle a fait des cauchemars pendant des mois, se réveillant en pleurant et en demandant si les méchantes personnes revenaient. Je la serrais dans mes bras et lui rappelais qu'ils ne pouvaient plus lui faire de mal, qu'elle était en sécurité, que maman et oncle James ne laisseraient plus jamais personne la blesser. Sa thérapeute a utilisé la thérapie par le jeu pour l'aider à gérer le traumatisme. Elle jouait des scénarios avec des poupées, donnant à Lily la chance d'avoir le contrôle dans des situations où elle s'était sentie impuissante. Progressivement, les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à sourire davantage, à rire davantage, à être une enfant à nouveau au lieu de regarder constamment par-dessus son épaule. Environ 18 mois après l'incident, Lily m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Elle avait presque 6 ans maintenant, grandissant et devenant plus confiante chaque mois. Maman, pourquoi grand-mère Patricia n'a pas empêché tante Vanessa de me frapper? J'ai réfléchi attentivement à la façon de répondre. Parfois, les gens se soucient plus de protéger les membres de leur famille que de faire ce qui est juste. Grand-mère Patricia aimait tante Vanessa plus qu'elle n'aimait être juste et gentille. Mais on est censé empêcher les gens de faire du mal aux enfants. C'est la règle. Tu as absolument raison. C'est la règle. Mais certains adultes enfreignent les règles. Et quand ils le font, il doit y avoir des conséquences. Elle a réfléchi, son petit visage plissé de concentration. Comme quand je vais au coin quand j'enfreins les règles. Exactement comme ça. Sauf que lorsque les adultes enfreignent de très grandes règles comme blesser des enfants, les conséquences sont plus importantes. Ils pourraient devoir aller en prison ou perdre des choses qui sont importantes pour eux. Bien. Il devrait avoir des conséquences. Elle l'a dit avec une telle certitude, une telle clarté sur le bien et le mal. Ma fille comprenait mieux après de 6 ans que la famille de Daniel ne l'avait fait de toute leur vie. J'ai reconstruit nos vies loin de cette famille toxique. J'avais travaillé comme consultante en marketing et je me suis jetée à corps perdu dans ma carrière.
En 2 ans, j'avais créé mon propre cabinet de conseil prospère. Lily a commencé la maternelle dans une école merveilleuse où elle s'est fait des amis et s'est épanouie. James est resté une présence constante dans nos vies. L'oncle qui a réellement protégé Lily quand cela comptait. Elle l'adorait et il la gâtait de manière appropriée. Rien d'excessif, juste le genre d'attention et de soins qu'une enfant mérite. J'ai finalement recommencé à sortir avec des hommes, bien que j'ai été prudente. J'avais appris à la dure que la famille d'une personne révèle qui elle est vraiment. Et je prêtais attention à la façon dont les partenaires potentiels traitaient non seulement moi, mais tout le monde autour d'eux. Je cherchais de la gentillesse, du cran, la capacité de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lily est devenue une enfant confiante et heureuse. Elle se souvenait de cette nuit. Un traumatisme comme celui-là ne disparaît pas comme ça, mais la thérapie l'a aidée à le gérer d'une manière adaptée à son âge. Elle savait que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Elle savait que certaines personnes étaient cruelles, mais qu'elle avait des gens qui l'aimaient et la protégeraient toujours. 5 ans après ce dîner, j'ai reçu un email de Vanessa. Elle avait purgé sa peine et essayait de reconstruire sa vie. L'email était plein d'excuses, d'explications et de demandes de pardon. Elle voulait me rencontrer pour s'expliquer, pour faire amende honorable d'une manière ou d'une autre. Je l'ai supprimé sans répondre. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, et certaines personnes ne méritent pas la clôture qu'elles recherchent. Elle avait fait son choix cette nuit-là lorsqu'elle avait décidé d'agresser une enfant de 4 ans. Elle m'avait montré exactement qui elle était. J'avais simplement cru ses actes et agi en conséquence. On me demande parfois si je regrette la façon dont j'ai géré cette situation. Les gens se demandent si appeler la police était trop extrême, si j'aurais dû essayer de régler cela en privé, si j'ai détruit des relations qui auraient pu être sauvées. Je leur dis la vérité. J'ai enregistré la preuve d'un crime et je l'ai signalé aux forces de l'ordre. J'ai protégé ma fille des agresseurs. J'ai refusé de permettre ou d'excuser la violence contre une enfant. Il n'y a rien à regretter là-dedans. La vraie question est pourquoi quelqu'un pense que j'aurais dû faire quoi que ce soit de différent. Pourquoi rester silencieuse et protéger les abuseurs serait le meilleur choix? Pourquoi une mère devrait-elle privilégier la préservation des relations avec des gens qui blessent son enfant par rapport à la sécurité et au bien-être de cet enfant? La réponse est simple. Elle ne le devrait pas. Elle ne devrait jamais le faire. Cette nuit-là au dîner, j'ai fait un choix. J'ai choisi ma fille au-dessus de tout, au-dessus de mon mariage, au-dessus de maintenir la paix, au-dessus de maintenir des mensonges confortables. J'ai choisi de croire que sa douleur et son traumatisme comptaient plus que la réputation de personnes fortunées qui se croyaient au-dessus des conséquences. En regardant Lily maintenant, épanouie, heureuse et en sécurité, je sais que j'ai fait le bon choix. Elle sait que sa mère la protégera toujours. Elle sait que la cruauté a des conséquences. Elle sait que son bien-être compte plus que le confort ou la commodité de quiconque. Cela vaut chaque pont brûlé, chaque conversation difficile, chaque moment du chaos qui a suivi. Ma fille est en sécurité. Les gens qui l'ont blessée font face à la justice. Un schéma d'abus a été arrêté avant qu'il ne puisse continuer. Parfois, la bonne chose à faire est aussi la plus difficile. Mais être parent signifie le faire quand même, sans hésitation, sans regret. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Ce seul geste a tout changé. Et je le referai sans hésiter.